Alors dans cette vidéo, donc, nous allons étudier la politique de la concurrence. Dans un premier temps, donc, nous allons définir ce qu'est le droit à la concurrence. Et ensuite, nous allons voir pourquoi et comment il faut encadrer les fusions-acquisitions, lutter contre les ententes illicites, lutter contre les abus de position dominante. Alors tout d'abord, commençons par définir ce qu'est le droit à la concurrence. C'est tout simplement l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics afin d'encadrer la concurrence. L'objectif étant bien évidemment que cela profite à la fin aux consommateurs et plus globalement à l'économie. C'est pour cela que les pouvoirs publics, donc, par le biais du droit à la concurrence, vont encadrer les fusions-acquisitions, lutter contre les ententes illicites et lutter contre les abus de position dominante. Parce que dans tous les cas de figure, cela aboutit à une diminution du surplus du consommateur et en plus, cela va limiter la concurrence. Dès l'instant où des entreprises décident de fusionner, automatiquement les concurrents risqueront d'être en difficulté. Dès l'instant où il y a une entente entre quelques entreprises sur un marché, les autres qui sont exclus de cette entente et qui se trouvent sur le même marché peuvent être également fragilisés. Bien évidemment, c'est la même chose pour les abus de position dominante. Alors, commençons par étudier plus en profondeur donc les fusions-acquisitions, FUSAC en termes techniques ou M&A, Mergers and Acquisitions en anglais. Une fusion-acquisition, c'est tout simplement un rapprochement entre entreprises, et ce rapprochement entre entreprises peut prendre la forme soit du rachat du capital d'une entreprise par une autre, donc en clair une entreprise A rachète une entreprise B dans sa globalité, soit on va racheter juste une division en fait d'une autre entreprise, ou éventuellement des actifs que détient une autre entreprise. Par exemple, une entreprise A possède des filiales et une entreprise B va racheter une filiale que possède l'entreprise A. Alors bien évidemment, les fusions-acquisitions, c'est super intéressant pour les entreprises, puisque ça va permettre, par le biais donc, de ce processus de croissance externe, de concentration, d'accroître leur part de marché. Donc automatiquement, cela va augmenter leur pouvoir de marché. On se dirigera davantage vers une logique de price maker et non plus de price taker. D'un autre côté, en fusionnant, cela peut permettre également de dégager des synergies. Autrement dit, les entreprises, très souvent, ont tendance à réaliser des économies, par exemple parce qu'elles vont regrouper leurs centrales d'achat. Comme il y aura plus de production, elles pourront plus facilement négocier en fait auprès des fournisseurs. Elles pourront donc plus facilement dégager des économies d'échelle. Elles vont mettre en commun éventuellement leur labo, leur centre de recherche, ce qui permettra justement de plus facilement après aboutir à des innovations. L'objectif final, bien évidemment, c'est d'accroître les profits, ça va de soi. Alors après, le problème des fusions-acquisitions, et il y a deux gros problèmes essentiellement. Tout d'abord, c'est que cela va créer des barrières à l'entrée pour les autres entreprises présentes sur le marché. Ça veut dire qu'une entreprise se dit, moi j'aimerais bien aller sur ce marché, elle va se dire non, c'est pas possible. Il y a un mastodonte, une entreprise gigantesque, je pourrais jamais faire face à celle-ci. Et pour celles qui sont déjà sur le marché, elles voient naître en face d'elles un véritable géant avec de super grosses parts de marché qui va imposer ses produits, qui va imposer ses prix. À partir de là, effectivement, ça sera difficile de faire face à ce concurrent gigantesque. Bien évidemment, si la fusion-acquisition aboutit à un mastodonte qui domine quelquefois sans partage le marché, on a un risque que les prix soient tirés vers le haut, si l'entreprise bien évidemment se comporte en price maker, en faiseur de prix, et à partir de là, c'est négatif pour les consommateurs qui vont voir leur surplus diminuer. Dans ce cas de figure, effectivement, on considère que les autorités de la concurrence doivent encadrer les fusions-acquisitions. Alors je dis bien encadrer, ça ne veut pas dire qu'elles doivent bien évidemment lutter contre les fusions-acquisitions, ce n'est pas l'objectif. Si la fusion-acquisition ne crée pas de barrière à l'entrée insurmontable, si elle ne risque pas d'avoir des conséquences négatives pour les consommateurs, à ce compte-là, les autorités de la concurrence vont accepter sans restriction qu'il y ait fusion effectivement entre les entreprises. Dans certains cas, c'est vrai que c'est plus litigieux, donc les autorités de la concurrence peuvent tout à fait accepter sous condition. C'est-à-dire dire aux entreprises qui vont fusionner, écoutez, on est d'accord pour que vous fusionnez, mais par contre, ça serait bien si vous vous délestiez, si vous vendiez une petite partie de vos actifs, parce que pour certains des actifs que vous possédez, vous pouvez être en position de monopole, par exemple, que ce soit pour des produits qu'elles fabriquent, ou alors dans des zones géographiques
où il n'y aura plus de concurrents à part elle en fait. Donc c'est vrai que dans certains cas, elles peuvent accepter, mais attention, sous réserve de, sous condition de. Et dans d'autres cas, effectivement, elles peuvent vraiment complètement refuser si elles considèrent que ça va générer des barrières à l'entrée insurmontables pour les concurrents et puis que le risque pour le consommateur, le préjudice en tout cas pour le consommateur est vraiment trop élevé en fait. Donc dans ce cas de figure, effectivement, on considère qu'on est en présence d'une pratique anticoncurrentielle contre laquelle il faut lutter. Alors concernant les ententes, donc déjà on va définir ce terme. Une entente, c'est tout simplement un accord entre entreprises qui a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser un petit peu le jeu de la concurrence sur un marché. En gros, c'est quand plusieurs entreprises vont se mettre d'accord entre elles. Et à partir de là, il faut savoir que dans certains cas, ce n'est pas nécessairement négatif. Par contre, dans l'autre, c'est complètement négatif. Et c'est dans ce deuxième cas, évidemment, qu'il faudra que les autorités de la concurrence interviennent. Ça va de soi. En fait, les ententes ne sont pas nécessairement négatives, elles ne sont pas nécessairement illicites, dès l'instant où elles vont contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits, et finalement qu'elles vont bénéficier à la fin aux utilisateurs, on considère que ce n'est pas grave si effectivement il y a une entente qui est mise en place entre différentes entreprises. Alors si après on va prendre un exemple, un exemple au niveau mondial qui est super connu, je pense à l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. On peut assimiler cela bien évidemment à une entente. Et c'est vrai que bon, c'est pas foncièrement préjudiciable dans la mesure où on sait très bien que si par exemple on a un problème de production dans un pays donné, ce problème peut tout à fait être compensé par un accroissement de la production au sein des autres pays qui font partie de l'OPEP en l'occurrence. Donc on voit finalement que ça va permettre un petit peu d'améliorer la production et que cela se fait au bénéfice des pays consommateurs. Donc en soi, c'est pas nécessairement considéré comme préjudiciable. Par contre, bien évidemment, si l'entente repose sur la fixation d'un prix commun, alors quand on dit fixation d'un prix commun, on est bien d'accord, c'est pas un prix qui se trouverait, enfin, c'est pas un prix d'équilibre au sens de la concurrence pure et parfaite. Là, ce serait un prix qui serait situé au-dessus. L'objectif, évidemment, étant de dégager des surprofits. Ça va de soi. Si l'entente repose également sur l'idée selon laquelle il faut limiter la production, donc les entreprises qui en font partie se disent bon voilà, on se réunit secrètement, on va décider de pouvoir un petit peu limiter notre production, on va pas trop produire, comme ça si on ne produit pas trop, ça va générer une sorte de pénurie, et automatiquement en générant une sorte de pénurie, ça va tirer les prix vers le haut. Et en plus, vu qu'on va chacune limiter notre production, ça va éviter qu'on empiète un petit peu les unes sur les autres, qu'on se fasse concurrence et qu'on se gêne. Donc ça, évidemment, ça va poser problème. De la même manière, une répartition des marchés, par exemple au niveau géographique, on peut considérer dans tous les cas que l'on vient de voir, la fixation d'un prix commun, le fait de limiter volontairement la production ou de se répartir volontairement les marchés, on peut considérer effectivement qu'on est en présence d'une entente, mais qui est illicite, qui est interdite. Pourquoi? Parce que cette entente, bien évidemment, aura comme conséquence de tirer les prix vers le haut, donc une nouvelle fois, on aura une baisse du surplus du consommateur, et cela va accroître les profits des entreprises participantes au détriment des profits des entreprises qui ne font pas partie de l'entente. Donc bien évidemment, les autorités de la concurrence vont intervenir, elles vont sanctionner les ententes qu'elles considèrent comme illicites, elles vont les sanctionner par exemple par le biais d'amendes. Alors dans certains cas, elles peuvent faire preuve de clémence, si par exemple une entreprise qui fait partie de l'entente décide pour diverses raisons de dénoncer ses camarades, entre guillemets, donc l'entreprise qui dénonce peut faire objet de clémence, ça veut dire que soit elle n'aura pas d'amende en fait, soit elle en aura une plus petite que les autres éventuellement. Bon, dans tous les cas, si on a une intervention des autorités de la concurrence, c'est parce qu'on est en présence d'une entente illicite qui est négative pour les consommateurs et les autres entreprises non participantes. Donc on considère qu'elle est préjudiciable au bon fonctionnement du marché et que ça constitue une pratique anticoncurrentielle. Alors on a eu plusieurs cas historiques d'entente, par exemple dans le domaine de la lessive, dans le domaine également des abonnements téléphoniques, etc. Concernant les abus de position dominante, alors un abus de position dominante, c'est tout simplement lorsqu'une entreprise qui domine le marché, donc qui est en position de force, va en fait profiter de sa position de force pour limiter la concurrence, contraindre ses clients à adopter des comportements qui vont lui être favorables. Concrètement, ça veut dire par exemple une entreprise qui est vraiment en position de force sur un marché donné va en profiter pour pratiquer des prix plus élevés qu'il ne l'aurait été en situation de concurrence.
Alors, dans l'absolu, bon, on pourrait se dire, bah, c'est logique qu'elle fasse ça, effectivement, parce qu'elle est en position de force, et parce qu'à partir de là, effectivement, elle peut mettre le prix qu'elle veut. Alors, si elle était en position de monopole, par exemple, on pourrait se dire, bon, éventuellement, sachant que quand je dis le prix qu'elle veut, il ne faut peut-être pas abuser non plus, il faut tenir compte, bien évidemment, de la courbe de demande. Mais il faut savoir, dans le cas présent, qu'une entreprise qui est en position de force ne peut pas non plus effectivement faire n'importe quoi. Imaginons une entreprise qui dispose d'une avance technologique. Cette avance technologique lui permet de tirer ses prix vers le haut, bien évidemment, sachant qu'elle se dit que même si elle tire les prix vers le haut, la clientèle aura quand même tendance à rester. Bah, elle peut être considérée comme étant en situation bien évidemment d'abus de position dominante dès l'instant où l'on considère effectivement que les prix pratiqués sont disproportionnés au regard de ce qui aurait pu être pratiqué en situation concurrentielle. De la même manière, on peut tout à fait effectivement considérer qu'une entreprise sera en abus, enfin, fera un abus de position dominante si par exemple elle oblige ses fournisseurs à pratiquer certains prix. Ce qu'elle pourrait techniquement faire, hein, je veux dire, imaginez une entreprise qui occupe 80% du marché, bah, en fait ses fournisseurs n'ont pas trop le choix. Je veux dire, s'ils veulent vendre, ils vont devoir vendre essentiellement à elle, donc ce sera leur client principal, et à partir de là, c'est vrai qu'ils seront en position de faiblesse. Hein. Donc c'est sûr que l'entreprise qui est en position de domination du marché, bon, bah, elle a comme objectif d'accroître en continu ses profits, mais c'est vrai que d'un autre côté, l'abus de position dominante va fausser la concurrence. En plus, ça va être préjudiciable aux consommateurs dans la mesure où il y aura moins de choix, puisque l'entreprise va occuper une grosse part de marché, effectivement, et les prix auront tendance à être plus élevés que si l'on était dans une situation concurrentielle classique, ce qui a pour conséquence une réduction du surplus du consommateur. Donc les autorités de la concurrence peuvent tout à fait décider de sanctionner les abus de position dominante. On pense par exemple à Google, hein, qui a été plusieurs fois sanctionné effectivement pour abus de position dominante, parce que Google exigeait par exemple des fabricants qu'ils préinstallent Google Search et Google Chrome sur les appareils prééquipés en fait d'Android. Et c'est vrai qu'en cela, bah, ça avait comme conséquence de limiter la concurrence. Donc, dans le cas présent, l'abus de position dominante est sanctionné par les autorités de la concurrence parce qu'on considère qu'en fait, c'est une pratique qui est dite anticoncurrentielle.